Bonjour, Bonjour Louis, et santé. merci de nous recevoir. Vous êtes le fondateur d'une nouvelle marque de sous-vêtements pour hommes, sous-vêtements haut de gamme, qu'on appelle la maison Albert Joseph, que vous avez appelée la maison Albert Joseph. Alors, en quelques mots, qui êtes-vous et qu'est-ce qui vous a amené à créer cette nouvelle marque? Alors, je m'appelle Louis, j'ai 27 ans. J'ai toujours voulu entreprendre dans le textile, dans la mode, dans le prêt-à-porter. C'est une idée qui me trottait depuis quelques temps, mais je ne savais pas exactement vers quoi m'orienter. Et simplement, je me suis très rapidement rendu compte que tout le monde faisait plus ou moins la même chose, entre guillemets, des pulls, des t-shirts, des casquettes. Et je cherchais à faire quelque chose de différent pour déjà me différencier rapidement, mais aussi pour essayer de proposer autre chose, pas quelque chose qu'on voit partout. Et je me suis beaucoup appuyé sur ce qui me plaisait, moi, déjà, dans un premier temps. Et de base, j'ai vraiment une attirance particulière pour les belles pièces, les beaux produits. Et à mon sens, ça part par des beaux sous-vêtements. Enfin, ça débute en tout cas par des beaux sous-vêtements. Alors justement, qu'est-ce qui vous a amené à créer des sous-vêtements et surtout des sous-vêtements haut de gamme? Est-ce que c'est parce que vous n'arriviez pas à trouver ce que vous cherchiez finalement dans le commerce? Est-ce que ça répond à un certain besoin, un besoin marché par exemple? Mais le marché actuellement, il est quand même assez bien rempli, qu'on se le dise. Il y a de nombreux acteurs, qui soient étrangers ou français, parce que depuis quelques années, il y a quand même de belles marques françaises qui se sont implantées et qui se développent bien. Moi, je voulais essayer d'aller chercher toutes les bonnes choses dans chaque marque pour essayer de créer, utopiquement bien sûr, mais un produit un peu qui répond à tout. C'est-à-dire qu'il soit joli, esthétiquement tendance, qui puisse répondre au code actuel de la mode, mais aussi un produit avec le savoir-faire français, la qualité du textile français, toutes ces choses-là. En fait, je voulais réunir un peu le savoir-faire, la beauté en un seul et même produit. Qu'est-ce qui vous a amené à cette création et finalement au monde de la mode, du textile? Est-ce que vous avez un background, comme on dit, lié à ça, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Vous étiez dans la finance et puis vous avez envie de changer de branche? Alors, de base, moi, je suis un communicant. J'ai fait mes études en market-com, un petit peu d'événementiel. Donc, je n'étais pas prédestiné, en tout cas, à arriver dans l'univers textile. J'ai entrepris très jeune. Donc, je pense aussi que c'est ce qui a motivé ce projet-là. Ce n'est pas mon premier projet entrepreneurial, pardon. Donc, je l'avais quand même dans un petit coin de ma tête. Je savais qu'à un moment ou un autre, quand ce serait le bon moment, je me lancerais dans l'industrie textile. Mais de base, j'ai absolument aucune connaissance. Je suis parti de zéro et je découvre tous les jours, jour après jour, de nouvelles choses, etc. Ok, bah c'est top, c'est une bonne chose. Euh, Avant de vous lancer, j'imagine que vous avez regardé un petit peu ce qu'attendaient les hommes en termes de sous-vêtements. Euh, qu'est-ce qui en est ressorti de votre étude et qu'est-ce que finalement aujourd'hui vous proposez pour répondre à ces besoins? La priorité, en tout cas, c'est vraiment le confort. On le sait, la plupart des gens, c'est ce qu'ils attendent. Ils veulent un produit de qualité, un produit qui soit résistant, un produit qui ne craque pas au premier lavage ou qui, après quelques semaines ou quelques mois, se fragilise. Ils veulent un produit avec une ceinture élastique qui reste quand même conforme et élastique le plus longtemps possible. Enfin, voilà. La priorité de base, c'était vraiment d'insister sur le produit en lui-même, ses caractéristiques techniques, son confort, etc. Mais aussi, comme je le disais précédemment, d'aller chercher ce côté esthétique. Parce que finalement, un beau boxer, ça peut entraîner plein de choses. Ça peut donner confiance en soi, on peut être fier de vouloir le montrer. Enfin, voilà, moi, après cette étude-là, il y a plein de choses qui en sont ressorties, mais dans un premier temps, vraiment la partie confort et dans un second temps, la partie esthétique, Ok. visuelle, etc. Justement, qu'est-ce qui fait la différence en fait entre en termes d'esthétique notamment ou de confort aussi? Qu'est-ce qui fait la différence enfin, entre vos produits et ce qu'on peut trouver sur le marché, on va dire? Alors déjà, ce qui est intéressant de mettre en avant, c'est que le projet, il est né en plein confinement. Donc, c'était assez complexe de se dire, OK, surtout pour une personne comme moi qui a absolument aucune connaissance de base dans l'univers, pour essayer de réfléchir à comment on dessine le produit, qu'est-ce qui fait que les gens ont préféré celui-ci et pas celui-là. Là, je parle vraiment d'un point de vue esthétique. Donc, on a privilégié dans un premier temps la couleur orange, qui était en 2020 la couleur de l'année. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le liseré orange de notre bande élastique est orange, justement. C'était la couleur à l'époque. De base, on avait prévu de faire une couleur
par année, à savoir la couleur de l'année. Sauf que c'est vraiment devenu notre identité aujourd'hui. Les gens associent ce orange-là à la marque. Donc, ça serait compliqué de s'en dissocier. Ça, c'est vraiment d'un point de vue esthétique. Autrement, on a tissé une matière. En fait, il y a eu 18 mois de recherche et développement. On a vraiment regardé ce que faisait la concurrence d'un point de vue technique. Et on a essayé en fait de proposer objectivement un produit qui soit supérieur ou égal à ce qu'on trouvait sur le marché. Donc, on a tissé une matière un peu plus épaisse que les standards habituels, justement pour offrir plus de confort et de résistance. On a essayé de proposer la meilleure ceinture élastique possible sur le marché. Donc, ça, c'est grâce à tous les partenaires et à tout ce noyau fort qu'on a réussi à créer autour de nous pour essayer d'aller chercher le meilleur dans chacune des parties du produit. Ok, ouais, c'est intéressant. Du coup, tout ça, ça a été fait, c'est fait aujourd'hui par des artisans français. Finalement, comment est-ce que vous avez réussi à sourcer en fait chaque spécialiste pour finalement assembler un sous-vêtement presque parfait? Et ben, ça a été très complexe. Honnêtement, ça a été vraiment, vraiment très compliqué. C'est ce qui a pris le plus de temps. Surtout déjà de base, quand je prends un peu mon courage à deux mains et que je commence à frapper à la porte de divers partenaires, malheureusement, les portes ne s'ouvrent pas. Je suis très vite un peu retourné les pieds sur terre en me disant oula, ça risque d'être compliqué. Surtout comme je le disais, moi de base, je connaissais rien ni personne dans le milieu. Donc ça a été assez compliqué. Ça a pris du temps. C'est pour ça que j'explique qu'il y a eu 18 mois entre la naissance de l'idée et la commercialisation du premier produit. Mais au fil de l'avancée du projet, j'ai rencontré un professionnel du textile qui, lui, de base, est courtier en textile. Et c'est grâce au réseau qu'il m'a apporté que j'ai pu justement plus facilement trouver ces partenaires-là. Et il y a aussi un élément qui est très important, c'est que moi, de base, je suis vosgien, je suis originaire des Vosges. Et les Vosges, c'est un territoire historique textile. C'est encore un territoire très actif dans l'industrie textile, notamment sur la fabrication d'habillements professionnels. Mais on a quasiment toutes les ressources ici, dans les Vosges. Toutes les ressources et les connaissances, les compétences, etc. Tout est presque à portée de main. Donc ça a été aussi ça a été plus facile, entre guillemets, pour pouvoir réaliser ce sourcing-là. Mais très honnêtement, très complexe, très laborieux. Et ce qui est assez compliqué, c'est de prouver à ces gens-là que le projet va être vivant, viable. Comme ils me l'expliquaient, ils sont en permanence démarchés par des porteurs de projets tous les jours. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la porte n'est pas ouverte tout le temps et pour tout le monde. C'est parce que c'est compliqué pour eux d'être capables d'analyser si un projet va aboutir ou pas et s'ils vont pouvoir eux-mêmes se lancer dans l'aventure aux côtés de ces porteurs de projets. Parce que mine de rien, ça reste une industrie textile. Donc, elle est soumise à plein de choses, des minima de commandes, des volumes conséquents, etc., des charges. Donc, c'est ce qui fait que ça rend la chose très complexe. Alors, qu'est-ce qui les a convaincus dans le projet Maison Joseph? Ce qui les a convaincus, je pense que c'est ma détermination. Mine de rien, parce que je savais que j'avais envie d'aller au bout et que ce n'était pas juste une idée. Je pense aussi un petit peu mon expérience, même si je suis jeune, d'un autre côté, j'ai quand même déjà entrepris, donc c'était pas mon premier projet. Donc ça a amené un petit peu de poids aussi dans la balance. Et puis forcément, la valeur ajoutée qu'a apporté mon associé, qui lui travaillait déjà depuis quelques années avec ces partenaires-là. Lui, il a 25 ans d'ancienneté dans l'univers textile, donc il connaît beaucoup de monde, il a un gros réseau. Et forcément, quand on arrive avec quelqu'un qui a ces connaissances-là et qui a cette reconnaissance-là dans le milieu, c'est tout de suite plus facile, objectivement. Ok. Et aujourd'hui, du coup, quel bilan faites-vous en fait du premier lancement finalement de la marque et des premiers modèles? Eh ben, on est très content. On est très content. Je sais que tout le monde aurait tendance à dire on est très content, mais franchement, c'est allé un petit peu plus vite que ce qu'on avait anticipé. Donc ça, c'est super. Ce qui a été très, très intéressant aussi, c'est que finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas que la Love Money qui nous a soutenus dans un premier temps. Il n'y avait que 20 ou 30% des acheteurs qu'on connaissait. Donc, on a été capable, en fait, d'entrée de jeu, d'aller d'étendre notre présence sur le territoire français. On a vendu un peu partout en France, alors que de base, moi, j'ai vraiment une implantation locale, en tout cas sur les Vosges, la Lorraine, le Grand Est. Et là, on s'est rendu compte qu'on vendait à Paris, qu'on vendait dans le sud, dans le sud-ouest, en Bretagne. Donc ça a été très, très valorisant pour nous. Et aussi le fait de vendre dans plusieurs pays. Aujourd'hui, on a déjà vendu dans 6 pays différents. Donc pour nous, c'est vachement encourageant et valorisant, ça c'est sûr. Et à tel point que maintenant, on est en train d'accélérer le développement sur potentiellement d'autres choses, d'autres produits, une collection femmes peut-être, parce qu'on a une vraie demande. Et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, 40-45% de nos acheteurs
sont des femmes. Elles achètent des produits pour leurs compagnons, pour leurs frères, pour leurs proches, pour leurs amis. Parce que le sous-vêtement masculin, il n'y a pas ce côté un petit peu subtil qu'on peut retrouver dans le sous-vêtement féminin. On peut beaucoup plus facilement offrir un sous-vêtement masculin qu'un sous-vêtement féminin. Donc, ça Ouais, reste finalement un beau cadeau. bah, carrément, effectivement, c'est un beau cadeau et c'est une stat intéressante hein, pour le coup. Ouais. Justement, tu parlais de canaux de distribution, en tout cas de distribution et de vente. Quels sont vos gros canaux de distribution aujourd'hui? Par quels moyens les gens peuvent acheter les produits Maison Joseph? Alors aujourd'hui, on est quasi essentiellement que sur du digital pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a lancé via ce biais. En fait, avant le lancement, il y a eu une grosse année de communication. Il y a eu une grosse année de mise en place d'actions qui pouvaient nous rendre crédibles. C'est-à-dire qu'on s'est créé une vraie communauté. On a fait tout un storytelling autour de la marque. Et dès les premiers jours, on a vraiment mis en place ce qu'on appelle, nous, une communication transparente. C'est-à-dire qu'on a entraîné tous les gens avec nous dans le processus de création de la société. Et ce qui a fait que quand le lancement a été effectué en digital, tous ces gens-là, on avait réussi à les ramener auprès de nous sur nos réseaux sociaux, etc. Et on a juste eu à les transformer, entre guillemets, à transformer cette communauté-là en acheteurs. Le problème, c'est qu'on est extrêmement pénalisé par une possible implantation en boutique parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas suffisamment de volume pour être capable de descendre nos coûts de fabrication et nous implanter en boutique. C'est ce qui, à un moment ou à un autre, pourra possiblement freiner notre développement. C'est qu'on n'est pas en mesure de produire suffisamment pour s'implanter en boutique parce que le souci de ces boutiques-là, c'est qu'elles, mais ce n'est pas leur faute, mais elles se basent sur ce que proposent les grosses marques aujourd'hui qui font de la fast fashion avec des coûts ridicules et elles peuvent se permettre, ces grosses marques-là, de vendre pour que les boutiques derrière fassent des coefs 2, 2,5, voire 3. Nous, aujourd'hui, c'est absolument impossible. À part vendre nous-mêmes en digital, on aura du mal à s'implanter, en tout cas dans un court terme en boutique. On a pas mal de revendeurs aussi, aujourd'hui, des marketplaces ou des sites e-commerce qui revendent nos produits, à peu près une dizaine. Donc, vous pouvez retrouver les produits de la maison Albert Joseph sur une dizaine de sites e-commerce. Et on est en train de tenter d'étendre, en tout cas localement, notre implantation avec justement des petites boutiques partenaires qui seraient prêtes à jouer le jeu sans nous imposer des marges conséquentes. Et on a aussi ce qu'on appelle notre showroom, parce qu'aujourd'hui, la maison Albert Joseph a ses propres bureaux où on y a implanté une sorte de showroom où les gens peuvent venir acheter directement sur place, découvrir, toucher les produits, etc. Simplement, la marque, elle trouve son inspiration au cœur des Vosges, à Épinal. Donc, le showroom et les bureaux sont naturellement à Épinal, ce qui limite forcément notre présence physique, entre guillemets. Ok, ouais, c'est Si j'ai intéressant. répondu. Donc, on parlait de coûts, de marge, etc. C'est vrai que quel est le coût aujourd'hui si je veux acheter un boxeur, voilà, quel est le coût, combien je dois payer pour un boxeur haut de gamme? Alors, nous, on s'est positionné sur un prix de 40 € unitaire. C'est un prix juste. Les gens ont parfois tendance à dire oui, mais 40 € c'est cher. Non, 40 € c'est un prix juste quand on se rend compte de tout ce que ça représente. On est sur du coton biologique qui est tissé, enfin, le tissu est tissé en France, la ceinture élastique est fabriquée en France, le produit est complètement assemblé en France. Donc cette main-d'œuvre-là, ce savoir-faire-là, ça a un coût, ce qui justifie aussi le prix de vente de notre produit. On a essayé aussi d'aller un peu plus loin que ce qui se faisait aujourd'hui sur le marché. C'est-à-dire que plutôt que de proposer nos produits dans une boîte en carton ou dans un emballage en plastique qui soit va traîner dans un coin d'une chambre ou finir dans une poubelle jaune, enfin une poubelle de recyclage, nous, on a essayé d'aller un petit peu plus loin et on s'est dit, on va conditionner tous nos boxers dans des pochons qui sont brandés et logotisés avec le logo de la marque, des pochons qui sont aussi en coton bio et qui permettent finalement de pouvoir transporter ces boxers dans un petit pochon bio super sympa, qui grandit en fonction de si vous en achetez par un ou par lot. Et ce pochon-là, il va vous servir pour, en fait, il va vous accompagner toute votre vie dans tout ce que vous voulez, que ce soit pour transporter les produits ou pour transporter autre chose, du linge sale, etc. Et c'est ce qui fait, en fait, ce petit côté un petit peu, on a essayé de penser à tout pour satisfaire tout le monde et tout le temps. Je pense que ça fait la différence parce que les gens adorent les pochons et c'est quasiment le premier truc qu'ils mettent en avant quand ils reçoivent leur boxer.
Détail qui peut faire la différence, effectivement. Un autre détail Exactement. qui fait la différence, je trouve, et qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, je l'ai déjà vu pour les maillots de bain, mais là, j'ai vu que vous proposiez des sous-vêtements pour hommes, mais aussi des sous-vêtements pour enfants. Alors, pour qui? Exactement. Pourquoi? J'ai l'impression que ça, moi, j'ai jamais vraiment vu ça, mis à part pour les maillots de bain. Mais là, on peut associer, voilà, le boxeur du papa au boxeur du petit garçon. Pourquoi C'est exactement ça. pourquoi? Voilà, tout simplement pourquoi. Ben, parce qu'il y a un constat qui est assez simple. Depuis quelques temps maintenant, on a découvert le mix, entre guillemets, des âges, à savoir les petites filles qui s'habillent comme leur maman. Et elles le font pour plein de choses, mais aussi parce qu'elles sont fières de leur maman. Leur maman, c'est un peu voilà, leur modèle. Et il y a de plus en plus de marques qui se sont lancées dans la co-création de produits enfants et adultes, mais pour justement pouvoir créer cette association. Et nous, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que les petits garçons, ils devraient être mis de côté? Parce que dans la grande majorité des cas, ça reste quand même la petite fille et sa maman. Nous, on s'est dit, mais le petit garçon, son modèle sur Terre, ça reste quand même son papa. Donc le petit garçon, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas porter les mêmes sous-vêtements que son papa. On s'est dit, il y a vraiment une carte à jouer là-dedans. Et ça a été vachement bien reçu et perçu, puisqu'on en a vendu pas mal finalement. Alors c'est complexe parce qu'un enfant, il grandit vite. Donc on est conscient que tout le monde n'a pas, entre guillemets, la capacité de mettre un prix conséquent dans un produit de qualité, certes, mais pour un enfant, sachant qu'il va grandir rapidement. Mais juste pour ce petit côté un peu sympa, où l'enfant va pouvoir avoir le même boxer que son papa, là, il y a du sens et là, ça a matché, tout simplement. Donc, on n'a pas mis non plus trop jeune parce qu'il y a aussi cette notion de est-ce que l'enfant est déjà propre. C'est pour ça que nous, on a commencé à partir de 6 ans et notre gamme, elle s'étend du 6 ans au 4XL. Et encore, c'est vraiment un titre honorifique parce que si un client veut du 6XL ou autre, on est capable de le faire. On est capable aujourd'hui de fabriquer à la demande parce qu'on a tellement des bonnes relations, on entretient tellement des bonnes relations avec nos partenaires qu'on n'est pas soumis à des minima de fabrication. Ok, ouais, c'est intéressant. Et une des spécificités, on l'a dit, hein, et ça commence à être de moins en moins une spécificité sur le marché, c'est le fait de faire du Made in France. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire du Made in France? Pourquoi pas faire produire au Portugal pour faire baisser les coûts ou même ailleurs, plus loin, par exemple? On me l'a proposé, justement, au moment où le sourcing s'est effectué. On m'a proposé le Portugal, on m'a proposé le Maghreb naturellement, on m'a proposé l'Asie aussi. Mais moi, j'avais vraiment, comme je l'expliquais avant, j'ai la chance d'être issu d'un territoire textile historique. J'ai vu autour de moi des grandes marques émerger, comme Bragard, par exemple, qui est aujourd'hui un des leaders mondiaux sur l'habillement professionnel. Toutes ces grandes entreprises-là, elles sont à quelques kilomètres de chez moi. Et finalement, j'étais capable de pouvoir faire travailler des gens près de chez moi, des gens que je connais directement ou indirectement, parce que toutes ces ressources-là, elles étaient 15, 20, 30 kilomètres. Si j'ai un souci sur mon tissu, si j'ai un souci sur quoi que ce soit, j'ai juste à me déplacer sur quelques minutes et je suis directement au cœur de cette fabrication-là. Pour moi, c'était inimaginable de me dire, OK, va faire en Chine, va faire ceci, va faire cela. Et c'est un argument sur lequel j'ai vraiment appuyé dans les échanges qu'on a pu avoir par écrit. Pour moi, aujourd'hui, c'est dommage parce que c'est devenu clairement un argument marketing. Il faut qu'on arrive à se détacher de ça. Le Made in France, c'est pas que du marketing. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde le fait plus ou moins parce que c'est tendance, parce que ceci, parce que cela. Quand on le fait par conviction, c'est complètement différent et ça se ressent. Ça se ressent dans la com, ça se ressent dans la transparence de ce qu'on présente. Et voilà, pour moi, c'était plus qu'un argument marketing, c'était vraiment un choix fort, une vraie volonté. Bah, c'est génial, c'est une bonne nouvelle. Merci. C'est une bonne idée et c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est Mais top. si je peux me permettre de rebondir, d'ailleurs, nous, on n'a pas, il n'y a pas d'éléments visuels au premier coup d'œil qui vous font voir et croire que c'est français. C'est-à-dire qu'on l'a fait tout au long de notre storytelling et on continue à le faire dans notre communication, à mettre en avant le Made in France, nos partenaires, etc. Mais on ne s'est pas dépêché de mettre un petit drapeau, de mettre… voilà, pour nous, on n'a pas besoin forcément de le mettre en avant visuellement ou marketingement pour le prouver. Voilà, c'est de ça qu'on voulait se détacher. Ouais, effectivement, quand je suis allé sur le site, le Made in France, c'est vraiment, voilà, c'est un détail, c'est presque un détail en fait, comme si c'était normal.
et c'est pas affiché en gros sur le site notamment, ni même sur les produits. À tel point que je me disais, c'est bizarre. C'est bizarre, mais non, pour le coup, effectivement, il y a une vraie réflexion derrière et c'est Mm. intéressant. Le Made in France, bah, c'est voilà, c'est normal. Il n'y a même plus besoin de l'afficher en soi, ça paraît normal, même si ça fait toujours du bien de le rappeler de temps en temps. Mais Mm. ok, c'est intéressant, c'est une vision intéressante. Ouais. Et C'est juste mentionné sur notre, pardon, excuse-moi, c'est juste mentionné sur notre sérigraphie à l'intérieur de notre produit. En fait, nous, on a fait le choix de ne pas mettre des étiquettes parce que les gens, ils les découpent, etc. Nous, on a sérigraphié les composants, etc. Et dessus, c'est bien marqué. C'est le seul petit bout français, il est marqué sur la sérigraphie. Mais je ne veux pas en dévoiler trop. L'idée, c'est que les gens puissent le voir eux-mêmes. c'est ça. Question sur le nom de la marque, tout simplement. J'aurais dû la poser dès le départ, mais Maison Albert Joseph, ça vient d'où ce nom pour une marque de sous-vêtements? Voilà, d'où ça vient? Alors, c'est marrant, mais généralement, justement, c'est la première question qu'on me pose. Pourquoi Maison Albert Joseph? Maison Albert Joseph, tout simplement, parce qu'Albert et Joseph, c'est le prénom de mes deux grands-pères. Et quand il y a eu une grosse réflexion autour de ça, moi, j'ai le souvenir dans mon enfance qu'un de mes papis portait des boxers et que mon autre papy portait des caleçons. Et je me suis dit, au fil du développement de la marque, petit à petit, il y aura une gamme Albert et une gamme Joseph. Et là, si on se penche un petit peu sur ce qui a été fait, le premier boxer, la gamme de boxers s'appelle le Joseph. Parce que papy Joseph, il portait des boxers. Et plus tard, on développera certainement une gamme caleçon qui s'appellera la gamme Albert, tout simplement. Ok, très clair. Et pourquoi Voilà. avoir Et ajouté puis maison, justement, ouais. Maison, ça rehausse le nom de la marque, ça réaffirme le positionnement, étant donné qu'on s'est positionné haut de gamme. Le Maison, là pour le coup, c'était purement marketing, mais Albert Joseph, ça sonnait aussi plutôt ancien, vieux prénom, un peu français également. En fait, c'est ce maillage de toutes ces choses-là qui fait qu'on retrouve l'univers de la maison Albert Joseph. C'est top. Tu parlais de caleçon, probablement en futur projet. Tu as parlé aussi d'une gamme peut-être féminine. Est-ce que tout ça, c'est dans les tuyaux? Comment vous voyez évoluer là dans les prochains mois? On est finalement pas mal aussi sollicité pour faire du slip. On remarque qu'il y a une vraie volonté de remettre le slip sur le devant de la scène. Il y a de plus en plus de marques d'ailleurs qui en proposent. Nous, on a vu la demande évoluer aussi, pardon. Donc très rapidement, on va proposer des slips également. Les caleçons, je ne pense pas que ce soit dans un futur proche, en tout cas pas maintenant. Là, l'idée, c'est vraiment déjà de bien développer notre gamme de boxers, d'essayer de l'étendre le plus possible sur d'autres coloris, etc. Parce que mine de rien, malgré ce qu'on peut croire, ça ne se fait pas comme ça en quelques jours. Il ne suffit pas juste de se dire, tiens, je vais faire du orange et demain, on va sortir du orange. Derrière, il y a tout un travail, une étude. Voilà, ça prend du temps, mine de rien. Donc voilà, rapidement, l'idée, c'est de proposer d'autres couleurs, d'essayer d'adapter aussi les couleurs aux saisons. Là, on arrive sur l'été, on anticipe des nouvelles couleurs un peu plus claires, sur des tons peut-être pastels, un peu sympas. Comme je le disais juste avant, on est vraiment sollicité par les femmes aujourd'hui pour lancer une collection femmes sur le même registre, dans l'esprit chic, sportswear. Donc là ça, c'est vraiment à l'étude aujourd'hui. On a un petit peu d'ailleurs accéléré la réflexion. L'idée, c'est de pouvoir aussi rapidement, sur un court ou moyen terme, avoir une collection femmes pour cette demande qui est là, qui est présente. Et voilà. Ok, bah, plein de promesses, plein de belles choses à venir. Dernière question, c'est la question habituelle. Qu'est-ce qui définit pour vous un homme tendance aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est pour vous un homme tendance? Un homme tendance, je pense que c'est avant tout quelqu'un de sensible. C'est quelqu'un qui suit l'actualité, c'est quelqu'un qui s'affirme, c'est quelqu'un qui assume ses choix, qui assume ce qu'il porte. Un homme tendance, ça peut être, enfin, c'est un peu simple et réducteur ce que je veux dire, mais ça peut être tout n'importe quoi finalement. Un homme tendance, je ne pense pas qu'il y ait une définition claire, nette et précise. Tout dépend aussi objectivement de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, des goûts, etc. La mode, elle évolue tellement vite, on ne peut pas associer un homme tendance à la mode. Pour moi, on associe vraiment un homme tendance à son état d'esprit, à ce qu'il véhicule, à ce qu'il aime mettre en avant, à ce qu'il veut
laisser transparaître, laisser voir, laisser comprendre. Je ne sais pas si je suis clair, mais je ne suis pas certain qu'il y ait une définition exacte de ce qu'est un homme tendance. Chacun trouve plus ou moins la réponse à la question dans ce qu'il a envie de faire et de mettre en avant, tout simplement. Chacun a sa propre définition d'un homme tendance. J'ai tendance à dire aussi que c'est un état d'esprit plus qu'autre chose. Hein. Ce n'est pas forcément C'est ça? lié à la mode, mais chacun a sa vision, parce qu'il n'y a pas un seul homme tendance, pour le coup. On est tous des hommes tendance, plus ou moins, à l'intérieur de nous ou même à l'extérieur. Donc effectivement, il n'y a pas qu'une seule définition. Bon, bah, merci beaucoup, Louis. En tout cas, c'était très enrichissant, très sympa. Ça nous permet de découvrir votre marque. Et donc, j'invite tous les internautes, évidemment, à aller surfer sur le web et à se rendre sur le site de Maison Albert pour découvrir des très beaux produits que vous proposez et puis à les commander, forcément à les tester et à nous faire des retours aussi pour savoir ce qu'ils en pensent. C'est toujours intéressant. Et puis voilà, en vous souhaitant très bonne continuation. On va continuer à vous suivre puisque visiblement, voilà, le développement est en cours et on a hâte de découvrir les nouveaux produits. Merci beaucoup de votre intérêt. Et puis, n'hésitez pas surtout à nous faire des retours sur ce que vous pensez, bien que les retours actuels sont pour l'instant très encourageants et très positifs. Donc. Ça marche. Un grand merci, Louis. À très bientôt. Merci. Bonne Merci beaucoup. À bientôt.